Bonjour à tous. Dans la première vidéo, je suis resté assez soft. Je vous ai parlé de moi, de mon enfance, je vous ai montré une photo de moi en anorak. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu plus technique. On va parler du QI. Alors, vous vous en souvenez, je ne suis pas psychologue de formation. J'ai lu des bouquins, des articles, j'ai parlé à des professionnels. Ce qui m'intéresse en tant que prof, c'est ce qui peut concrètement aider les jeunes en classe et à la maison. Pour ça, il faut essayer de comprendre un peu de quoi on parle. Je vous propose donc de commencer par essayer de comprendre ce que c'est que le QI, en quoi ça consiste, comment est-ce qu'on le mesure. Ensuite, je vais essayer de vous expliquer pourquoi le fait que ce soit le seul critère reconnu pour identifier qui est au potentiel et qui ne l'est pas pose de nombreux problèmes. Aujourd'hui donc, on parle du QI. Pour commencer, le QI c'est un nombre, pas plus, pas moins. On l'obtient en agrégeant les résultats de plusieurs épreuves passées dans le cadre d'un test administré par un professionnel qualifié, un psychologue, libéral ou scolaire. La psychométrie, c'est-à-dire la discipline qui s'intéresse à la mesure de l'intelligence, commence réellement à la fin du XIXe siècle avec Alfred Binet. À l'époque, Binet cherche à construire un outil qui permette d'identifier les élèves qui ont des difficultés cognitives trop lourdes et qui ont donc besoin d'un enseignement adapté. Après lui, c'est William Stern, en 1910, qui développe le concept de quotient intellectuel, ou QI. À l'époque, le QI mesure la différence entre l'âge mental d'un individu et son âge biologique. On peut donc être mentalement en avance ou en retard sur l'âge qu'on a réellement. Ça fonctionne à peu près pour les enfants, mais au fur et à mesure qu'on grandit, c'est un chiffre qui perd de plus en plus son sens. Eh ouais, mamie, j'ai 92 ans, mais j'ai 96 ans d'âge mental. Dans les années 30, les travaux de Wechsler évacuent la notion d'âge mental et redéfinissent le QI comme la mesure d'un écart par rapport à une moyenne. Dans le cadre d'une répartition dite normale, qu'on visualise sous la forme d'une courbe en cloche ou courbe de Gauss, il fixe la moyenne à 100 et considère qu'environ 68% de la population a un QI situé entre 85 et 115, tandis que 95% de la population a un QI situé entre 70 et 130. C'est en général au-delà de 130 qu'on parle de haut potentiel. Ce modèle est celui qu'utilise le test le plus couramment administré aux jeunes en France, le WISC. Alors, on pourrait passer plus de temps sur le test lui-même et sur les différentes théories qui l'entourent, mais je vais me concentrer sur les aspects éducatifs de la question. Pour l'éducation nationale, le haut potentiel se définit par un score aux échelles psychométriques très supérieur à la moyenne. Alors, c'est assez flou comme définition, mais on peut assez facilement deviner que par échelle psychométrique, il parle bien du WISC, et par très supérieur à la moyenne, il renvoie aux deux écarts types qui correspondent à nos 130, et donc à environ 2,5% de la population. Il faut commencer par dire que, contrairement à ce qu'on entend ou ce qu'on lit parfois, le QI n'a pas aucun sens, ne veut pas rien dire. Administrer un test de QI, ça demande un protocole beaucoup plus rigoureux que les teste ton QI en 3 questions et 2 petits chats qu'on trouve sur Internet, et pareil, c'est basé sur une recherche solide et étayée. Quand on passe un test de QI, on évalue un certain nombre de capacités et de compétences, et les jeunes qui ont plus de 130 ont effectivement, tout ou partie d'entre elles, très supérieure à la moyenne. À partir de là, on le dit souvent, soit ils peuvent très bien s'adapter et s'épanouir, ou soit au contraire, rencontrer des difficultés qui demandent une prise en charge et des adaptations spécifiques. J'ai pas de problème avec ça. Mon problème, c'est plutôt dans la question de leur réserver à eux une prise en charge spécifique. Dans quelle mesure est-ce que ce cap des 130 n'exclut pas un certain nombre d'élèves qui relèveraient selon moi du haut potentiel et qui auraient besoin d'aide? Premier problème, le QI est une construction statistique. Solide et étayée, d'accord, mais artificielle quand même. C'est pas comme mesurer la densité de neurones ou de connexions dans un centimètre cube de matière grise. Le QI, c'est des étalonnages, des pondérations, des interprétations. Ça le discrédite pas complètement, mais ça devrait au moins amener à le relativiser. D'ailleurs, entre plusieurs versions du test, les choses qu'on mesure et la manière de les mesurer changent.
Quand j'ai commencé, les jeunes passaient le WISC 4, maintenant ils en sont au WISC 5. Est-ce que ça veut dire qu'un jeune qui aurait 130 ou plus au WISC 4 et qui tomberait un peu en dessous au WISC 5 cesserait d'être haut potentiel d'un test à l'autre? Ça n'a pas de sens. Ou alors vivement le WISC 6. Deuxième problème, un certain nombre de biais peuvent modifier le résultat en introduisant des variations qui n'ont rien à voir avec ce que le test est censé mesurer. Les conditions de passation par exemple, l'état de fatigue du jeune, ou le stress, ou son rapport à l'autorité. Est-ce qu'on est moins intelligent parce qu'on a moins bien dormi la veille d'un test? Il y a également des biais culturels ou éducatifs, avec l'accès à un vocabulaire varié par exemple dans un des sous-tests. Est-ce qu'on est moins intelligent parce qu'une autre langue que le français est parlée à la maison? Il y a également un certain nombre de handicaps qui peuvent venir modifier le résultat parce qu'ils modifient les conditions de passation, qui n'ont rien à voir non plus avec l'intelligence du jeune. Troisième problème, dans certains cas, les jeunes ont des résultats très irréguliers en fonction des différentes épreuves qui constituent le test. On parle alors de profils hétérogènes, et ce sont des profils qui ont davantage besoin d'aide et d'accompagnement. Malheureusement, au moment de calculer le QI total, les praticiens ont le choix ou bien de le calculer quand même, et bien souvent le jeune se retrouve en dessous des 130, même de peu, ou bien ils décident que calculer le QI total n'aurait pas de sens en raison des disparités entre les différentes épreuves, et ils ne le font pas, indiquant donc, quand ils sont consciencieux, les différentes disparités dans leur bilan. Le problème, c'est que bien souvent, l'éducation nationale attend le sésame des 130 points de QI pour mettre en place des aménagements. Quatrième problème, mais pas des moindres, l'intelligence elle-même est une notion qui fait débat. Il existe différents modèles et on reviendra dessus, mais on pourrait déjà se dire que l'intelligence créative, relationnelle, artistique ou pratique sont autant de points d'appui qui permettraient d'adapter la prise en charge de certains jeunes, de les aider à se dépasser et à s'épanouir. Malheureusement, le QI ne prend en compte aucune de ces intelligences-là. Le plus gros problème dans tout ça tient à la dimension tranchée, exclusive de ce fameux chiffre, quelle que soit la limite qu'on choisit. On serait haut potentiel ou on ne le serait pas. Certains craignent même d'aller se faire tester, de peur de découvrir, chose horrible, qu'ils seraient normaux, communs, et de remettre en question toute leur vision d'eux-mêmes, vu qu'ils se pensent intelligents. Ça n'a pas de sens. Contrairement à ce qu'on peut lire, il n'y a pas de différence qualitative dans le cerveau des individus qui ont un QI de 130 et plus, et de tous les autres. Il n'y a pas de lobe supplémentaire qui pousse au cerveau ou de neurotransmetteurs rares qui différencient les gens qui auraient 128 de QI de ceux qui en auraient 132. On entend beaucoup parler d'un raisonnement en arborescence qui serait propre au haut potentiel. Ceci raisonnerait par association non linéaire, parfois simultanée. Le problème, c'est que les neurosciences n'ont trouvé aucune trace de ce raisonnement qui serait unique. À la place, on a identifié des connexions plus denses, plus rapides, plus efficaces selon les individus et les zones du cerveau. Alors c'est vrai, certains pensent plus vite, raisonnent mieux, ressentent davantage, mais il n'y a pas ceux qui en seraient et ceux qui n'en seraient pas. On ne peut pas classer la complexité des individus d'un côté ou de l'autre d'une courbe. La recherche actuelle témoigne d'une réalité plus nuancée, où les limites sont floues, et ce qui est encore plus important en éducation, évolutive. La limite de 130 ne séduit que ceux qui confondent le chiffre et l'objectivité, ou peut-être ceux qui, plus cyniquement, souhaitent réserver les aménagements et les moyens à un très petit nombre d'élèves, et encore tous n'en bénéficient pas. L'intelligence est une notion complexe, et nous n'allons pas cesser d'en parler. Il existe des différences entre le cerveau des individus, et ça n'a pas plus de sens de dire que tout le monde est également intelligent que de dire que tout le monde court le 100 mètres dans le même temps. Il est vrai aussi qu'une intelligence supérieure peut être source de questionnement, d'anxiété, de doute ou d'espoir, et le QI en mesure effectivement une partie. Mais limiter l'intelligence à cette seule dimension et fixer le cap arbitraire de 130 points pour fournir des aides et de l'accompagnement est à la fois incohérent scientifiquement et profondément injuste. Lorsque je parlerai de haut potentiel, j'utiliserai la définition la plus inclusive possible. Je parlerai de toutes celles et tous ceux qui montrent ou qui pourraient montrer des capacités et des compétences supérieures à la moyenne dans tous les grands domaines de l'esprit humain. Je suis convaincu que nous gagnerions tous à élargir notre perspective, à assumer la part de nuance et d'ambiguïté qu'elle contient,
et à adopter une approche réellement ouverte. Des alternatives existent et je prendrai le temps de vous en parler. Vous êtes unique, mais vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi visiter ma page Utip et mon site web. Tous les liens sont dans la description. À bientôt!